Nous allons essayer d'être ponctuels. Bienvenue. Merci de votre présence. Je vous rappelle donc, je disais que nous allons essayer d'être ponctuels du début jusqu'à la fin, puisque vous n'oubliez pas que nous bénéficions d'une attestation de déplacement dérogatoire qui court jusqu'à 21h. Donc il serait souhaitable que le conseil se termine, on va dire, à 20h45, pour que chacune et chacun puisse rentrer tranquillement à domicile. Tout d'abord, je veux souhaiter et remercier les personnes qui nous suivent via le Facebook et le site internet de la ville. Merci beaucoup à eux. Je n'oublie pas que nous sommes le 27 janvier et qu'il n'est donc pas trop tard pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, ainsi qu'aux Cabretonnaises et Cabretonnais, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, même si elle commence de manière difficile. J'ai les pouvoirs de M. Makoviak, donc au profit de Nathalie Dufaux, de Jacques Schneider au profit de Bernard Calès, de Maïté Sempo au profit d'Alexandra Lux et d'Yves Gineste au profit de Louis Galdos. Les pouvoirs sont enregistrés. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, vous me permettrez de baisser le masque le temps de parler. Merci beaucoup. Avant d'aborder l'ordre du jour, je voulais évoquer avec vous deux sujets. Le premier ayant trait, donc, je crois que c'est un sujet des informations attendues de la part de la population cabretonnaise, mais pas que, qui concerne donc le centre de vaccination. Donc les éléments que j'ai en possession, donc vous les communiquer, vous en faire part, et d'autre part évoquer le dossier des intempéries et de cet épisode long, intense, donc que nous connaissons depuis le mois de décembre et qui n'arrête pas. Alors, s'agissant donc du centre de vaccination, si vous avez consulté le Facebook de la ville, vous savez que j'avais pris l'initiative d'interpeller, c'est beaucoup dire, mais en tout cas d'aller vers Madame la préfète et Madame la sous-préfète pour lui soumettre l'idée de l'ouverture d'un centre de vaccination dans le sud du département et particulièrement en côte sud des Landes qui, vous le savez, concentre un nombre important de populations, mais qui concentre aussi un nombre important de seniors et de personnes âgées de plus de 75 ans. Cette initiative a porté, puisque Madame la préfète donc a acté, confirmé l'ouverture d'un centre de vaccination Côte-Sud à Cabreton. Évidemment, l'objectif, c'était de pouvoir faire bénéficier nos habitants et les habitants des communes voisines d'un centre de proximité, de limiter les déplacements, de faire en sorte que, par exemple, les Cabretonnais ne soient pas obligés de partir à Dax, voire à Mont-de-Marsan pour se faire vacciner. Donc, cet appel a été entendu et validé et je veux remercier Madame la préfète, la sous-préfète et bien sûr l'ARS d'avoir entériné cette décision. Alors, les informations dont je dispose à ce jour et que je puis vous communiquer en disant qu'elles sont à peu près calées, même si tout ne l'est pas vraiment. Et les informations donc, que j'ai à vous communiquer. Donc, le centre de vaccination Côte-Sud sera bien implanté à Cabreton au Centre européen de rééducation du sportif, au CERS. Pourquoi le CERS? C'est parce que cet établissement est un établissement médicalisé
Et donc les personnes qui se présenteront à la vaccination pourront bénéficier des meilleures conditions, je dirais, sanitaires et de protection sanitaire. Ce qui effectivement a séduit également l'ARS. Plus d'informations seront données. L'accès au cerf se fera non pas par le front de mer, mais par, alors je ne sais plus comment il faut l'appeler, l'impasse de la Savane ou l'impasse du Santocha, peu importe, en tout cas par le Santocha. Et donc il faudra passer derrière le CERS pour accéder, mais évidemment tout cela sera fléché. L'ouverture de ce centre est prévue le mardi 2 février. Les horaires d'ouverture sont calés de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Donc ouverture mardi 2 février. Première semaine, ouverture du mardi jusqu'au samedi inclus. Et la deuxième semaine, ce sera du lundi au samedi. Et le rythme sera ainsi calé. Donc normalement, le centre va fonctionner, hormis la première semaine amputée d'un jour, sur 6 jours sur 7. Vous le savez, vous connaissez les populations qui sont concernées. Bien sûr, les plus de 75 ans et puis les personnes atteintes de pathologies graves qui sont prioritaires. Et puis, il y a effectivement les personnels soignants. La prise de rendez-vous se fera, mais je crois qu'à peu près tout le monde le sait, via le site internet Doctolib ou bien santé.fr qui, lui, de toute façon, conduit jusqu'à Doctolib pour les prises de rendez-vous. Donc, ils seront à prendre par ce moyen. D'après ce que nous savons, au vu des quantités de doses dont pourrait bénéficier le centre, la capacité sur les 15 premiers jours ou sur les 2 premières semaines du centre serait une capacité de vaccination comprise entre 100 et 120 personnes par jour. 120 personnes la première semaine puisque nous n'avons que 5 jours, 100 personnes la deuxième semaine puisque nous avons 6 jours de vaccination. Donc le rythme a priori, hormis la première semaine où ce sera un petit peu plus intense, donc c'est à peu près une capacité de vaccination de 100 personnes par jour sur 6 jours au vu des doses que le centre va recevoir sur ces 2 premières semaines. Après, wait and see. Nous n'avons, ou en tout cas, moi à ce jour, je n'ai pas d'autres infos à vous communiquer sur le nombre de doses qui seront hebdomadairement allouées et transportées. Mais vous voyez un petit peu la difficulté du fonctionnement des centres de vaccination un petit peu partout. Il y a même certains centres qui ont dû fermer faute d'approvisionnement. Donc voilà, je crois que ce qui était important, c'est que le centre puisse ouvrir le plus rapidement. Le dispositif ou les dispositifs et les protocoles sont en place, nous sommes prêts. Et bien sûr, il est aussi évident de dire que, et c'est un élément majeur, c'est que les prises de rendez-vous, évidemment, ne pourront se faire qu'à hauteur du nombre de vaccins qui pourront être administrés. Ça veut donc dire que, je le dis à la fois tranquillement, sereinement, mais qu'il faudra s'armer de patience. C'est évident. Il faudra s'armer de patience, car la vaccination prendra du temps. Et puis on verra aussi, vous connaissez les problèmes, je dirais, du vaccin Pfizer qui a, je dirais presque sous prétexte de pouvoir tirer 6 doses au lieu de 5, qui a réduit aussi sa production. Bon, donc c'est quand même compliqué. Et je crois pouvoir dire que même l'ARS a du mal aujourd'hui à nous donner des informations au-delà de cette première phase, je dirais, d'ouverture et de campagne de vaccination. Je profite aussi de ce moment pour vous informer de la création d'un centre d'information vaccination, Côte Sud.
Le numéro, nous devrions le connaître demain, donc dès que nous le connaissons, nous le diffuserons, communiquerons par les moyens de la ville, et puis je ne doute pas que les médias, y compris la presse écrite, relaient cette information pour que tout le monde puisse, je dirais, en bénéficier. Ce centre d'information, vaccination, centre Côte-Sud, donc, sera opérationnel dès vendredi matin. En même temps, les prises de rendez-vous via santé.fr ou Doctolib seront elles aussi possibles dès vendredi matin à 8h30, sauf pépin particulier. Ce sont donc les indications données par l'ARS. S'agissant, je reviens sur le centre d'information Côte-Sud. Ce centre donc a vocation à deux choses. La première chose, c'est, dans la mesure du possible, et eu égard aux éléments dont nous disposons, transmis par l'ARS, c'est bien sûr d'informer les gens. Le second, c'est pour les personnes qui ne disposent pas de liaison Internet ou qui ne savent pas comment faire, qui ont des difficultés de mobilité, qui n'ont pas d'amis ou de parents qui puissent les aider, c'est de pouvoir, et une fois de plus, dans la limite des créneaux disponibles, c'est de pouvoir prendre rendez-vous pour elles, chaque fois qu'il sera nécessaire, et que ces personnes-là ne pourront effectivement par elles-mêmes prendre rendez-vous. Évidemment, avec la difficulté de pouvoir trouver des créneaux disponibles, car je ne doute pas que s'agissant de ce centre d'information, de la même manière, la plateforme permettant de prendre rendez-vous, qu'elles seront saturées très très vite, comme c'est le cas partout ailleurs. Et donc là aussi, s'agissant donc de ce centre d'information qui sera tenu par plusieurs personnes de la ville et du CCS et des bénévoles si nécessaire, donc on va mettre les moyens, mais je suis bien persuadé que le centre sera saturé très rapidement. Mais je le dis et je le répète, ce centre n'a pas vocation à prendre rendez-vous d'une manière générale pour l'ensemble des personnes qui peuvent se faire vacciner. Ce sera uniquement à la marge, je dirais, par exception, pour les personnes qui n'ont pas le moyen de le faire elles-mêmes. Voilà, je tiens absolument à apporter cette précision. Nous sommes en train de travailler sur une foire aux questions. On essaie de répertorier les questions, je dirais, les plus concrètes que peuvent se poser les gens pour savoir comment procéder, comment s'informer, comment prendre rendez-vous, etc., etc. Les moyens d'accès donc au centre de vaccination. Bon, tout ça est en train d'être préparé et nous prévoyons donc une mise en ligne sur le site internet donc d'une foire aux questions qui, je crois, sera très très fournie pour, me semble-t-il, ce serait pour quand ? Dès vendredi. Dès vendredi. Alors évidemment, cette foire aux questions sera, comme toujours, enrichie au fur et à mesure des questions qui seront posées. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, qui est un sujet évidemment éminemment important, très important. Hein. Nous avons déjà beaucoup de demandes et de questionnements de la part des Cabretonnaises et des Cabretonnais, mais pas que. Uniquement, ça vient déjà un petit peu de partout, et donc je crois qu'il était important de faire, voilà, de vous livrer et de livrer aux personnes qui nous écoutent une fois de plus ces premières informations qui sont très importantes. Donc, retenez l'ouverture du centre au CERS mardi 2 février, avec des possibilités donc de prise de rendez-vous dès la veille à partir de 8h30. Et donc notre cellule ou notre centre d'information donc qui sera aussi et dans les mêmes délais qui sera ouvert. Voilà ce que je voulais dire. Moi je voulais remercier à nouveau Madame la préfète, sous-préfète, l'ARS pour avoir entériné ce qui me semblait quelque chose d'évident, c'est qu'il y a un centre de vaccination en Côte-Sud des Landes. Hein. Et je suis particulièrement, évidemment, heureux qu'il puisse être à Cabreton.
je voulais en même temps souligner la très forte mobilisation des professionnels de santé, des médecins généralistes, des IDE, infirmières ou infirmiers diplômés d'État. Nous avons une ressource très importante. Je crois que c'est près de 30 médecins et près de 30 infirmières et infirmiers qui sont là pour assurer ce dispositif. Je pense même que c'est au-delà, malheureusement, des doses que nous pourrons recevoir et des personnes que nous pourrons vacciner. Mais en tout cas, je voulais vraiment saluer cette très forte mobilisation et évidemment les remercier. On a eu plusieurs réunions de calage. On avait, pas plus tard qu'hier, une dernière réunion de calage avec l'ARS. Voilà. Donc nous sommes sur les rails, en tout cas nous sommes prêts. Et évidemment, nous tiendrons informer la population au fur et à mesure, au fur et à mesure que les choses se dérouleront. J'espère qu'elles se dérouleront bien par rapport au dispositif, au protocole, pas de souci. En plus, on est dans un lieu et milieu médicalisé. Je pense que c'est une très bonne chose. Tout dépendra par la suite, évidemment, du nombre de vaccins que nous aurons. Voilà. Ce que je voulais vous dire à titre d'information sur ce sujet, qui est un sujet de santé publique, donc qui concerne évidemment tout le monde, même si ce sont les seniors qui commencent les premiers. Et puis après, il faut souhaiter que de nouveaux vaccins étant validés par les instances, que nous puissions avoir le plus rapidement possible, évidemment, une montée en puissance avec des vaccins en plus grand nombre et plus facilement transportables, manipulables et qui permettent aussi d'envisager d'autres solutions, pourquoi pas. Mais nous n'en sommes pas là. Voilà, le premier point que je voulais, donc d'information que je voulais vous donner. Le second concerne donc évidemment les conditions climatiques et météo que nous connaissons depuis quasiment 2 mois. C'est d'ailleurs une question qui est posée, mais je vais y répondre par anticipation, pour vous amener quand même quelques éléments. Et pour vous dire que, tout d'abord, cette pluviométrie, c'est à minima tout le département, voire même une bonne partie du pays, qui l'a subi depuis début décembre avec des épisodes pluvieux rarement connus par leur intensité, mais surtout par leur continuité ou leur succession. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner sur le mois de décembre, ce sont des chiffres officiels. Pour rappel, et je ne parle que de décembre, je ne parle pas de janvier, qui vient s'additionner. En décembre, on a eu 28 jours sur le département, 28 jours de pluie sur 31, avec une pluviométrie totale sur le mois de décembre de, pour être précis, 501 mm par mètre carré, c'est-à-dire 50 cm d'épaisseur d'eau par mètre carré. C'est du jamais vu. Le record étant le 4 décembre, où sur la seule journée, il est tombé près de 9 cm d'eau. À titre indicatif, je vous ai dit 50 cm d'eau, la moyenne c'est plutôt 12 cm et demi, c'est-à-dire 4 fois plus. Et ça se poursuit sur le mois de janvier. On n'a pas encore les chiffres puisqu'on n'est pas tout à fait à la fin du mois, mais on sera à peu près dans les mêmes épures, donc ça fait beaucoup et c'est très long comme épisode. Évidemment, ça n'est pas sans poser de problème. À Cabreton, on va en parler, mais comme partout ailleurs. Vous regardez les actualités, vous voyez ce qui se passe, les crues, je ne parle pas de Dax et de Tartas, et puis partout, sur tous les territoires. Évidemment, nous avons des niveaux de nappes phréatiques qui sont très, très élevés, comme jamais, et qui sont quasiment à la surface du sol. Donc, difficile, lorsque les pluies se succèdent, de pouvoir compter sur une quelconque infiltration. Donc, on est véritablement là sur des sols gorgés d'eau qui sont à saturation.
Et puis bien sûr, pour revenir un petit peu plus, pour cibler sur Cabreton, nous avons bien sûr identifié, mais vous les connaissez comme moi, les secteurs plus touchés. Bien sûr, la zone artisanale, je vais en reparler. Et puis il y a eu le secteur de la cigalière, et puis les myosotis et l'allée de la Brède, notamment. Je ne dis pas uniquement, mais je dis notamment. Vous avez vu comme moi les inondations de certaines voiries ou de certains giratoires. À situation exceptionnelle, donc mesure d'urgence. C'est ce qu'on a fait, je veux là aussi saluer, dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Et les entreprises privées qui ont mis leurs moyens à disposition, le SIDEC, bien sûr les pompiers, même s'ils n'ont pas pour vocation à intervenir sur la voie publique, ils nous ont quand même prêté main forte. Et je voulais les en remercier, et puis bien sûr, les moyens de la communauté et les moyens de la ville. Alors, évidemment, on peut faire toujours de très belles photos, ça c'est facile, mais en tout cas, ce qui est plus difficile, c'est comment fait-on pour traiter ces situations exceptionnelles avec un niveau ou un degré de réactivité qui doit être le plus grand possible. Et même quand on le fait, on n'y arrive pas toujours. Mais je ne pense pas que ce soit propre à Cabreton. Donc ça veut dire que, évidemment, nous avons des enseignements à tirer et que, en considérant que ces situations exceptionnelles vont se reproduire, on n'espère pas avec la même longévité, si je puis dire, mais même sur des épisodes pluvieux, plus courts, il faut donc que nous ayons à la fois des moyens d'intervention. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision, mais Yves Trézière vous en parlera lors du DOB, donc d'acquérir du matériel, des pompes, pour venir encore plus en réactivité, et puis de passer de mesures d'urgence aussi à des mesures plus pérennes. À des mesures plus pérennes. Et là, je veux parler de la situation particulière de la zone artisanale, où nous le savons, nous avons déjà échangé sur le sujet au cours d'un conseil précédent, beaucoup de problèmes à traiter. Vous savez que cette zone est une zone ancienne, elle s'est faite par étapes successives, et aujourd'hui, pour appréhender les difficultés que nous avons, c'est pas compliqué. Il suffit de se promener dans la zone, et particulièrement quand il pleut. Donc les causes sont identifiées. C'est toujours la faute à la mairie, bien sûr. C'est toujours la faute à la mairie. Sauf que, si on regarde un petit peu les choses, c'est Vous savez d'ailleurs que la mairie, parce qu'on parle de la mairie, c'est la proximité, mais je rappelle quand même que les zones d'activité sont sous couvert de la gestion de la communauté de communes, et pas de la mairie. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon diagnostic pour apporter à la fois dans du court terme et dans du plus long terme des solutions pérennes qui nous mettent à l'abri et qui mettent à l'abri les artisans et les activités, à l'abri donc de ce type d'aléas et de désagréments. Et quand je dis désagréments, pour certains d'entre eux, c'est encore évidemment pire que ça. Si on regarde un petit peu la zone, on peut dire que l'emprise publique, donc c'est à peu près 15% de l'emprise totale de la zone, donc ça veut dire que 85%, ce sont des emprises privées. Ce sont celles de ceux ou celles qui sont artisans ou activités commerciales présentes sur la zone. Bon, le constat que l'on fait, c'est que, évidemment, mais tout le monde le sait, cette zone est très très fortement minéralisée. Très fortement minéralisée, avec la particularité, et là aussi il suffit simplement de se promener, de constater qu'il y a des gouttières qui ne sont pas raccordées et qui se déversent directement à même le sol. Donc je le disais, des espaces minéralisés qui évidemment charrient les eaux. Quand on est en hauteur, on renvoie vers le bas, et quand on est en bas, on est inondé. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc ce sont des choses simples qu'il faut faire, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et quand je dis tout le monde, la communauté de communes que nous avons vue hier sur le sujet,
pas plus tard qu'hier soir, et à qui j'ai demandé des actions, je dirais, les plus rapides possibles, hein, qui soient de nature à augmenter la capacité d'infiltration, mais une fois de plus, on n'est pas sur, on n'est que sur 15% du domaine, hein, de l'emprise de la zone. Hein. Donc nous, on va faire ce qu'on peut faire, et la ville, bien sûr, de se doter de moyens, mais aussi de rappeler une fois de plus, et ça c'est un vrai travail de concertation, en tout cas je l'espère, que nous avons amené avec les propriétaires des locaux de la zone pour qu'eux-mêmes se mettent en conformité. Nous allons très rapidement, parce que nous avons, comme vous, identifié les points durs, je dirais, nous savons là où il y a des problèmes, donc commencer à faire, aller voir donc les acteurs concernés pour faire le point avec eux, peut-être s'il le faut les aider, les accompagner dans la nature des travaux qu'ils ont à réaliser, même si je suis bien persuadé qu'ils le savent, et éventuellement de les aider à obtenir, et je crois que c'est possible, on va le voir, des aides de l'agence de l'eau, qui leur permettent donc de financer une partie des travaux qu'ils ont à réaliser. Ça, c'est la première phase. Donc, il faut effectivement que tout le monde prenne conscience du fait que cette situation, c'est, ces parties de voirie inondées qu'ils subissent, d'ailleurs eux-mêmes les premiers que nous connaissons, qui sont très difficiles à traiter, eh bien, c'est un petit peu le résultat d'un travail collectif qui est à faire si on veut effectivement y mettre un terme à un moment donné. Il n'y aura pas d'autre solution. Les solutions, parfois, sont simples, hein, mais la règle veut, je suis désolé, la règle veut que chacun traite ses eaux pluviales sur sa parcelle. Parce que lorsque les bois sont inondés, et quand on regarde la réalité des faits, on voit très bien d'où ça vient. Donc voilà, une première phase, je dirais, de concertation, de collaboration. J'espère qu'elle sera à la fois riche, intense et rapide. Et puis, si nous n'arrivions pas, peut-être faudra-t-il adopter des moyens, plus coercitifs. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais s'il fallait aller jusque-là, nous le ferions. Voilà, donc pour vous dire que ce sont des phénomènes effectivement complexes, difficiles à traiter, difficiles parce qu'il faut faire dans l'urgence, avec des moyens qui sont, je dirais, ceux que nous avons, ici comme ailleurs, et une fois de plus, dans une séquence pluviométrique qui est, une fois de plus, exceptionnelle par son intensité et par sa longueur. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on nous annonce encore une tempête pour samedi, avec, a priori, de fortes pluies. Mais le pire n'est jamais certain. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire au sujet donc, de ces conditions climatiques extrêmes que nous subissons, et puis d'avoir un petit focus plus particulier sur la zone artisanale, qui est un vrai sujet de préoccupation pour nous, et qui, je le sais, pour avoir été sur le terrain, en chaussures, pour avoir été sur le terrain, qui cause beaucoup de soucis, de tracas aussi à certaines personnes, à certaines exploitations présentes sur le secteur que je ne nommerai pas, mais que j'ai été voir. Voilà. Donc c'est tout à fait désagréable pour tout le monde, et si je crois qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, on va y arriver. Et il faut que nous ayons traité ce problème avant l'hiver prochain. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc en préambule. Et donc il est temps, je suis désolé parce que j'ai dit qu'il fallait que nous ayons terminé à 8h45. Donc c'est là, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'en excuser, mais c'est la raison pour laquelle donc les adjoints, délégués, conseillers qui vont rapporter les dossiers vont regagner du temps. N'est-ce pas, Yves Trézière, donc, puisque nous commençons par le débat des orientations budgétaires. Yves Trézière. Allez, donc je vais passer une vitesse, hein, préparez-vous.
Donc sérieusement, les orientations budgétaires sont à présenter. Je vous rappelle qu'on y présente à la fois des thématiques et des projections financières. Les projections financières que vous y verrez ou reverrez aujourd'hui... Pardon, Yves, excusez-moi. Dans ma précipitation, j'ai oublié de vous faire valider le compte rendu du conseil précédent. Pardon. Ah, le secrétaire, oui. Qui veut être secrétaire de séance? Merci beaucoup, Chanel. Merci beaucoup. Pas de problème pour Chanel? Alors, sur le compte rendu du conseil précédent, y a-t-il des observations de votre part? Pas de problème, on peut le considérer comme adopté, pas d'opposition, d'abstention. Merci. Pardon, Yves, tu peux reprendre le fil du sujet. Je recommence. Donc, il y a d'un côté des thématiques, de l'autre côté des projections financières. Compte tenu du contexte économique et notamment de la crise sanitaire qui perdure, bien évidemment, on va continuer d'affiner les prévisions financières pour le budget, donc dans les 2 mois qui viennent, en s'appuyant sur l'arrêté des comptes définitifs de l'année 2020, qui elle-même a été particulière, puisqu'on ne peut pas assurer une continuité 18, 19, 20, 21 de façon, je dirais, linéaire ou tout du moins prévisible, telle qu'on en a l'habitude. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit préambule. Ensuite, on attaque la partie contexte socio-économique comme chaque année. Je viens de le dire, contexte économique très exceptionnel, une crise sanitaire majeure et donc un environnement économique qui est très dégradé. Vous avez vu qu'au fil de l'exercice qui s'est écoulé, le gouvernement n'a eu de cesse que de réviser bien évidemment à la baisse l'ensemble des prévisions économiques et de la croissance, pour arriver à une décroissance assez forte de l'ordre de 11%, qu'il avait lui-même refixé un potentiel de croissance il y a quelques semaines aux alentours de 8%, qui a été déjà réactualisé à 6%. La crise qui continue de perdurer risque de nous engager à des révisions à nouveau à la baisse, ce qui forcément est de mauvais augure pour l'ensemble de l'économie. Mais ainsi il en va pour aujourd'hui, dans cette crise un peu particulière. Donc c'est dans ce contexte un petit peu compliqué en termes de prévision au moins macroéconomique qu'on essaye de chacun à notre niveau de pouvoir repositionner nos orientations budgétaires et notamment les finances locales. Un point important, que ce soit pour l'État ou pour les communautés, compte tenu de cette crise, il est évident qu'il est de notre premier devoir d'essayer de supporter au mieux l'économie. L'État, vous l'avez vu, a mis en place le plan France Relance. C'est 100 milliards d'euros qui sont sur la table. Je crois que c'est à peu près la moitié qui est financée par l'Europe. Et sur ces 100 milliards, il y a de la compétitivité, de l'innovation, de la transition écologique, de la cohésion sociale, territoriale. Donc partout où il y a des moyens qui vont être mis à la disposition de la collectivité et qu'on puisse aller les prendre pour pouvoir faire des projets pour notre territoire, on va aller aussi chasser cet argent positif, de telle façon qu'on ne freine pas non plus l'économie sur notre territoire. Je pense que quand on avait voté en fin d'année dernière la désimperméabilisation des places en allant chercher les fonds complémentaires qui étaient liés justement à ces mesures Covid, ça en fait partie, et il faut qu'on renouvelle ces opérations cette année. Donc voilà, donc il y a un plan France Relance qui est très important pour essayer de garder du dynamisme dans l'économie, et forcément les collectivités territoriales doivent prendre part à cette relance dans cette période ô combien compliquée pour tout le monde. Ensuite, en ce qui concerne les données techniques des impôts, des finances de l'État, il y a très peu de modifications. Donc je vais passer vite, comme ça n'apportera pas grand-chose. La réforme importante qui intervient en 2021, c'est la dernière tranche de la réforme de la taxe d'habitation sur les habitations principales. Il restait encore 20% des habitations principales. Et cette année, 30% de ces 20% vont être exonérés. Et donc, on passe dans un basculement complémentaire où l'ensemble de la taxe d'habitation, en fait, ne sera plus collectée par la ville et sera compensée par ce qui s'appelait la partie du foncier qui était collectée par le département. Voilà. Et ensuite, si cette partie était plus importante, on rendra ou on nous donnera la compensation pour que ce soit équilibré. Voilà. Donc ça, en plus de l'incertitude économique, on a aussi des réformes de taxes qui touchent notre fiscalité locale, et on le reverra tout à l'heure, qui peuvent aussi avoir des impacts sur nos budgets. On essaiera d'être précis dans un mois ou deux. Voilà. Ensuite, sur les pertes fiscales que ont pu subir les collectivités locales, à l'inverse, et dans le même sens de la pérennité de l'action, l'État a décidé de compenser certaines pertes au niveau des collectivités, notamment sur les taxes communales, les taxes de séjour, les produits des jeux, en fixant un ratio sur les moyennes qu'il pouvait y avoir entre 2017, 18 et 19. Ils ont fait une moyenne sur 3 ans. Ils ont regardé ce qui était prévisible,
ou en prévision sur 2020. Ils ont fait des dotations aux collectivités de telle façon à compenser une partie de cette perte. On a été notifié pour un volant aujourd'hui de à peu près 100 000 euros, dont 50 000 euros ont été payés avant la fin de l'année. Ce sera réactualisé avec les chiffres réels. J'espère qu'on n'aura rien à rembourser, que plutôt on collectera. C'est une compensation d'une partie des pertes que l'on a pu avoir. Voilà. Ça va toujours dans le sens de la relance. Et ça viendra donc, ces 100 000 euros, en moins, quand on présentera les comptes de l'année, de toutes les mesures Covid que nous avions prises et revues l'année dernière. Voilà. Voilà pour le contexte. S'il n'y a pas de questions en particulier sur le contexte global, on passe aux finances de la commune. On peut continuer. Voilà. Finances de la commune. Donc, sur nos orientations budgétaires, on poursuit, malgré le contexte sanitaire un petit peu compliqué, la volonté de dégager un autofinancement brut ou un excédent de fonctionnement de 2 millions d'euros pour pouvoir générer suffisamment de capacité d'autofinancement et donc financer les programmes d'investissement ou de pérennité dont on a besoin pour continuer d'améliorer la ville. L'ensemble des ratios sur l'année 2020 vont très peu bouger par rapport à tout ce que je vous avais présenté en juin 2020 pour le budget. On a fait une année convenable, on fera une année convenable malgré la crise Covid. On en avait dit qu'on était très prudent sur les investissements, ce qui a été le cas, ce qui fait qu'on n'a dégradé aucun de nos ratios financiers et qu'on a généré suffisamment de capacité d'autofinancement pour arriver sereinement l'année qui vient à minima et plus. Voilà. Donc on n'a pas de crainte sur ce sujet-là, si ce n'est qu'on ne connaît pas nos recettes 2021 et qu'en fonction de la crise, bien évidemment, on pourrait être très fortement impacté. C'est pour ça qu'on verra ça au moment du budget. L'année dernière, je dirais que dans une crise assez compliquée, on a un effet d'aubaine, c'est que la période non confinée était la partie saisonnière sur laquelle on génère le plus gros de nos recettes. Donc on a été beaucoup moins impacté que beaucoup d'autres communes qui n'ont pas cette manne qui arrive sur juin, juillet, août. Voilà. Si cette année on avait un confinement, par exemple en juillet-août, ce serait catastrophique par rapport à ce que nous avons vécu l'année dernière. Alors, on essaye de garder cet autofinancement pour pouvoir financer nos programmes d'investissement. On l'a donné. L'idée étant d'avoir 1 million d'euros net après remboursement des emprunts. Notre stratégie fixée à partir de maintenant pour la nouvelle mandature, puisque l'année dernière c'était un peu compliqué, c'est de se dire on ne veut pas sur la durée de la mandature, augmenter la dette. On en avait déjà parlé. On veut essayer de rester à peu près à dette équilibrée. C'est-à-dire que les remboursements d'emprunts seront compensés, s'il y a projet, par des nouveaux emprunts. Il y a une petite particularité que l'on souhaite dans la structure de cette dette, c'est de ne pas l'utiliser de la même façon. C'est-à-dire d'utiliser l'autofinancement ou la dette nette pour financer les projets dits structurants, c'est-à-dire des investissements. Et si on veut faire des choses nouvelles dans la ville, il faut qu'on soit capable de se les autofinancer, notamment quand c'est des projets qui ont peut-être des durées moins longues que d'autres. Et à l'inverse, de basculer notre dette vers ce qui aujourd'hui est labellisé des dettes vertes, c'est-à-dire d'aller vers de la dette qui est liée à la transition écologique. J'entends par la transition écologique tous les programmes, par exemple, de désimperméabilisation, les programmes de mobilité, les programmes de protection du trait de côte par le PPRL ou des choses comme ça. C'est-à-dire d'engager de la dette structurelle sur quelque chose qui est un temps long, ce qui nous permettra d'emprunter plus longuement à des tarifs inférieurs puisque ce ne sont pas les mêmes organismes prêteurs. Donc, encore une fois, essayons de trouver notre dette de projets structurants en autofinancement et de se financer pour ce qui est de la mission de la collectivité, c'est-à-dire de protéger sur du très très long terme la population avec des innovations, notamment en innovation écologique. Voilà. Néanmoins, sur la partie dette pure, pour information, comme nous avons peu investi l'année dernière, par effet mécanique, la dette a baissé en 2020 d'1,4 million. Donc elle est passée de 15 millions à un peu plus de 15 millions, un peu plus de 13 millions. Mais on pourrait reprendre ce niveau si on a besoin en fonction des projets qu'on déclencherait cette année. Mais en tout état de cause, mécaniquement, on a une baisse de la dette à fin 2020, ce qui est très bien, et ce qui nous permettra d'avoir un peu moins de frais financiers l'année prochaine, en tout état de cause, puisqu'on n'aura pas réemprunté aussi vite. Donc les ratios de dette ont très peu bougé, les remboursements de dette ont très peu bougé, donc je passe assez vite. Ensuite, quand on passe à la partie intercommunalité, vous savez qu'on a plusieurs dossiers qui sont liés à la communauté de communes.
Vous le verrez, il y aura une délibération tout à l'heure, mais je vais le faire en même temps. On a très peu de modifications sur tout ce qui concerne les finances avec la communauté de communes. On a un tout petit peu plus d'attribution de compensation, c'est-à-dire ce que nous rend la commune par rapport aux services qu'on avait transférés et aux revenus qu'elle génère, juste parce qu'en fait, on est en fin de PLUI, donc tous les frais qui étaient générés au niveau de la communauté de communes n'existent plus, donc notre attribution de compensation va augmenter de 9 000 €, et à l'inverse, je ne sais pas si vous êtes informé, mais le syndicat des rivières recevait des dotations de l'État qui ne sont plus là. Donc en fait, ces dotations, il faut continuer à entretenir nos rivières, et monsieur le maire vient d'en parler, et c'est primordial de bien entretenir les lits de rivières en période d'inondation. Donc en fait, on a des travaux à faire. Ils sont donc budgétés par le syndicat des rivières. C'est la communauté de communes qui porte cet objet, mais en fait, il n'a pas de budget. Donc, en fait, on récupère une partie de ces travaux à faire. Et donc, pour nous, ça se traduira par une augmentation de 5 000 €. Donc, moins 9 000 plus 5 000. Donc, l'attribution de compensation baissera de 4 000 €. Voilà, c'est juste technique. C'est très peu par rapport aux 200 000 € à peu près d'attribution de compensation et l'ensemble des frais que l'on a. C'était juste. Donc, Yves anticipé sur une délibération à venir. Voilà, c'est pour la faire plus vite tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Je rappelle qu'en complément de cela, il y a surtout quelque chose que peut-être rappellera tout à l'heure Jean-Luc Achard, c'est qu'on a aussi la stratégie du trait de côte, qu'on est dans la dernière année de cette stratégie du trait de côte, puisqu'il y avait un plan 2018-2021, et cette année, ce sera la préparation du nouveau plan, sachant que c'est beaucoup d'argent, plus de 200 ou 300 000 € qui sont mis sur la table chaque année pour la protection de ce trait de côte. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour Max. Juste une information, si demain, en conseil communautaire, le débat d'orientation budgétaire que nous aurons va dans le même sens, la communauté de communes a fléché à peu près 90 millions € d'investissement sur la mandature, ce qui est assez important, avec 25 millions € sur la voirie, 10 millions € sur tout ce qui est voie verte et mobilité, et une dizaine de millions d'euros pour la partie territoire numérique, donc l'installation de la fibre optique sur tout le territoire. Donc c'est beaucoup d'argent dans une période de crise. Donc là aussi, on sera très prudent au niveau de la communauté de communes. Je rappelle, parce qu'en dehors du volant global de 90 millions € qui touche tout le territoire, que sur la période passée, 2014-2020, la communauté de communes a investi plus de 10 millions € sur notre commune. D'accord, ce qui est assez important, que ce soit de la voirie, au port, au lac, voilà. Donc voilà à peu près le fléchage qui est fait aujourd'hui sur ces données-là. Un point important compte tenu de la crise, la communauté de communes, normalement, mais je pense que c'est acté au niveau du Conseil des maires, monsieur le maire le rappellera peut-être, nous n'augmenterons aucun taux au niveau de la communauté de communes, donc de telle façon qu'on n'accroisse pas la crise sur une situation déjà précaire. Alors, sur les perspectives 2021 directement sur le budget, alors des hypothèses. Alors, les hypothèses, c'est simple, on a considéré, parce quand on a commencé à préparer le DOB, on ne savait pas encore comment on se positionnerait, avec un retour presque à la normale, donc je mets 2 guillemets à presque à la normale. On a considéré pour les recettes qu'il n'y aurait pas de confinement, et on a considéré pour l'instant qu'il n'y aurait pas de mesures Covid. Encore une fois, c'est pas le budget, c'est pour ça que je dis, voilà, ça nous permet de voir si en faisant ça, on peut retomber sur nos équilibres qu'on connaissait à fin 2019 ou pas. C'est uniquement l'objectif. C'est pas pour faire un budget, c'est plutôt de se dire si on était en continuité normale, est-ce qu'on est bien calé? Et ensuite, on fera nos arbitrages si jamais on voit qu'on n'est pas calé ou si des mesures sont tombées dans le mois qui vient, qu'elles soient positives ou négatives. Donc une fois qu'on a dit ça, on est aujourd'hui positionné pour des dépenses de l'ordre de 14,7 millions au total et des recettes bien évidemment à même hauteur. Il n'y a quasiment aucune variation des postes de charges prévus, à l'exception des frais de personnel qui sont impactés soit par la mécanique d'augmentation des salaires, des changements de poste ou l'embauche en partie de 3 positions à la crèche, à la démocratie participative et à l'animation touristique. Et puis à l'inverse, on a quelques bonus sur les agents recenseurs qu'on n'a plus cette année ou l'assurance statutaire qui a baissé. Voilà. Donc on a un impact d'à peu près 130 000 € et c'est la seule augmentation notable du budget. L'ensemble des autres postes restent tels qu'ils étaient. Les charges à caractère général ne sont pas modifiées. On a gardé des toutes petites provisions pour l'instant pour les frais Covid, en cas de dépenses, parce qu'on a toujours des dépenses de gel, de protection pour l'ensemble des agents. Voilà. Ensuite, dans les charges de gestion courante, les charges financières, les charges exceptionnelles, il n'y a rien de notable. En ce qui concerne les recettes,
Les recettes sont positionnées, elles, en augmentation par rapport à cette année, mais c'est une augmentation, on va dire, de présentation, puisqu'en fait, c'est juste un retour à peu près la normale de 2019. Hein. Donc, il n'y a pas d'augmentation vis-à-vis de 2020, c'est juste un retour à la normale, puisque l'année dernière, si vous vous en souvenez, compte tenu de la provision Covid qu'on avait passée de 700 000 euros, beaucoup se positionnaient dans les recettes, des recettes inférieures à l'accueil de jour, des recettes inférieures en taxes de séjour, des recettes inférieures sur les droits de jeu. Voilà. Donc on a repositionné une partie de ces postes, pas à 100% du nominal, mais en partie, en espérant que l'économie et que la situation sanitaire s'améliorera. Encore une fois, on révisera peut-être ce poste au vu des événements récents ou de la vitesse de la vaccination dans les semaines qui viennent avant de vous présenter le budget. Voilà. Notre budget au niveau des taxes ne prévoit aucune augmentation de taxes à la population de la même façon que la communauté de communes. Je rappelle que les taxes d'habitation sont figées de toute façon par la réforme. On aurait le pouvoir de bouger le taxe sur le foncier bâti à l'inverse. On choisit de ne pas le faire, surtout dans cette période, encore une fois, pour ne pas rajouter des difficultés dans une situation qui est déjà précaire. Voilà. Oui, effectivement, on a fait le choix, comme la communauté de communes, de ne pas toucher au taux et de ne pas augmenter, notamment, puisqu'on pouvait le faire, le taux du foncier bâti. Et je pense que c'est une sage décision. Quand on connaît, j'avais l'occasion de le dire et je le redis, je crois que malheureusement, les conséquences sociales de cette crise qui est loin d'être terminée sont encore devant nous. Alors, dans toutes ces recettes fiscales qui sont données, on a malgré tout une incertitude importante, hein, puisque cette bascule de taxes d'habitation, on fait des estimations, on a des bases pour les taxes d'habitation principales et les taxes d'habitation secondaires, mais il faut absolument que la péréquation reste la même, ou l'équation reste la même. Rien ne nous dit que des principales ne vont pas passer secondaires, des secondaires principales, ou qu'il pourrait y avoir des modifications, sachant que l'État, lui, va partir sur des bases antérieurs avec des taux de 2017. Donc si jamais il y avait des modifications importantes, on pourrait avoir des revenus qui sont mis en balance positive ou négative qu'on ne connaît pas aujourd'hui, sachant que cette taxe d'habitation représente plus de 2,5 millions d'euros. Hein. Donc c'est même 10% qui bougeraient commencerait à avoir des impacts significatifs sur le budget de la commune. Voilà. Ensuite, on n'a pas de particularité sur les revenus, si ce n'est que, et on le verra, ou j'anticipe sur la dernière phrase du document, on aura un revenu ou un excédent qui reviendra du solde du budget annexe des Deux Pins. La zone des Deux Pins où la résidence est totalement terminée. On avait déjà stocké, entre guillemets, l'année dernière, vous vous en souvenez, plus de 3 millions d'euros, et là viendront contribuer 1,2 million. Donc on aura arrêté définitivement. L'ensemble de ces sommes sera reversé au budget principal, ce qui permettra d'avoir un autofinancement de démarrage très confortable, et nous en remercions la mandature précédente. Pardon Yves, sur les investissements, si tu as terminé sur le fonctionnement, ce que je vous propose, donc là vous le voyez, on a listé les grands postes de dépenses, donc appréhendés au stade des orientations budgétaires. Bien sûr, ce travail est à affiner et donc on aura une vue plus précise des investissements donc 2021, bien sûr au stade du budget primitif. Mais en tout cas, on souhaitait vous indiquer, voilà, les axes vers lesquels nous souhaitons effectivement aller et investir pour la ville. Je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est que c'est effectivement 3 axes qui guident notre action en matière d'investissement. Hein. C'est bien sûr la ville, un patrimoine important, il faut l'entretenir. Après, il y a toute la partie, mais ça a déjà été dit, transition écologique. Hein. Yves Trézière en a parlé. Et puis, il y a toujours des projets structurants. On sort de la requalification du centre-ville. Nous avons d'autres projets, structurants aussi, sans pour autant, bien sûr, on ne va pas refaire le centre-ville, hein, mais on a aussi d'autres projets donc, sur lesquels on reviendra effectivement et que vous allez de toute façon travailler dans les diverses commissions et qui sont aussi des projets importants pour la ville. Je ne rentre pas dans le détail, hein, des aménagements urbains, des espaces publics, du patrimoine, j'en ai parlé, des équipements sportifs et culturels. La mobilité et la sécurité, ce sera aussi un sujet important, mais que nous allons travailler bien sûr
avec la communauté de communes, hein, c'est évident sur ce sujet. Et puis il y a Jean-Luc, bien sûr, je dirais la fin de la première phase donc, de la stratégie locale du littoral, donc il faut terminer, et puis remettre en œuvre la deuxième partie, donc avec un nouveau plan d'action. C'est aussi un enjeu essentiel pour notre commune. Voilà, donc ce sont les grands axes là que nous souhaitions vous indiquer au stade des orientations budgétaires. Pour ce qui concerne, en un mot, Yves, les budgets annexes. Les budgets annexes, assez rapidement. Le budget annexe forêt sera rééquilibré où le budget principal versera une contribution, sachant que c'est un petit budget. Juste pour information, parce que je me suis penché justement à me dire, tiens, bon, est-ce qu'on pourrait éviter que le budget principal abonde le budget annexe? Et finalement, je pense que c'est une bonne chose, puisque, comme vous le savez, la moitié du territoire de la commune, alors je ne sais jamais, c'est 500 hectares, plus de 500 hectares, Jean-Luc, c'est ça, ou Françoise, sont du territoire forestier. Et en fait, les 100 000 euros qui sont dans ce budget-là, la moitié sont des taxes qui sont prélevées sur ce patrimoine, et l'autre moitié, c'est de l'investissement qu'on fait pour entretenir notre forêt. Et donc finalement, quand j'ai regardé les détails, on passe beaucoup de temps à nettoyer la forêt, entretenir la forêt, voire replanter beaucoup de pins. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose, et finalement de se dire que même la commune abonde à quelques kilos euros l'entretien de son patrimoine principal, qui est la forêt, je trouve que c'est une bonne chose. J'avais pas cette vision l'année dernière, mais maintenant je l'ai bien. Voilà. Oui, juste une précision, quand vous dites que la forêt à Cabreton c'est 500 hectares, il faut préciser que c'est la forêt communale. Communale. Hein, communale, on est d'accord. Parce que Cabreton c'est 2200 hectares, c'est globalement un tiers de milieux urbains, et les 2 tiers ce sont des espaces naturels. Alors on aurait pu faire aussi à l'inverse plus de recettes, mais on a choisi aussi de commencer à convertir, et je pense qu'à une autre occasion de conseil municipal, Françoise ou Agier ou Jean-Luc vous expliqueront, mais d'avoir une gestion peut-être un peu plus raisonnée. Donc on freine aussi des coupes, ce qui nous prive de certains revenus, mais pour avoir une gestion plus patrimoniale, plus longue de cette forêt dans le temps. Voilà. Les établissements de bain, on a calculé un budget à l'équilibre comme chaque année, avec toute la fragilité qu'on lui connaît. Il est calé sur des recettes basées sur des estimations de 2019, et donc des loyers à plein. Toute mesure Covid, tout déséquilibre des commerçants qui viendraient nous impacterait dessus. À l'inverse, on a aussi choisi de continuer d'entretenir, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, notre premier fléchage, c'est d'entretenir le patrimoine, et on veut absolument commencer la restauration pas à pas de ces établissements de bain. L'année dernière, en urgence, nous, on avait voté, si vous vous en souvenez, des réfections de conduits de cheminée, de conduits de fumée et de climatisation. Là, on va s'attaquer à des premiers niveaux de ravalement et de peinture, puisqu'il est dans un état exécrable sur le front de mer, donc il faut absolument qu'on aille nettoyer ces peintures qui s'écaillent. Donc on a budgété aussi. Voilà. Oui, on avait parlé, je me souviens, au cours d'un conseil précédent, de l'état des établissements de bain, évidemment très exposé de par sa situation, et je crois qu'on était d'accord pour dire qu'il était nécessaire d'entreprendre des travaux de ravalement et de peinture, voilà, notamment. Bon, je rappelle que en parallèle de ce compte de résultats qui est présenté pour les établissements de bain, malgré tout, le budget principal, lui, reçoit les recettes de jeu du casino qui sont non négligeables. Donc, en général, les recettes du casino sont supérieures à la contribution du budget principal au budget des établissements de bain, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour le parking, on a un budget à l'équilibre. Même le parking devrait peut-être donner un petit peu de profit qui serait, lui, versé dans l'autre sens au budget principal. Et puis le lotissement des 2 pins, j'en ai parlé tout à l'heure, nous clôturerons ce budget annexe, et donc 1 205 000 euros reviendront au budget principal. Voilà. Très bien, merci Yves. Donc une fois de plus, nous ne sommes qu'au stade des orientations budgétaires. Donc on va affiner les choses pour le budget primitif, qui lui-même n'est qu'un budget prévisionnel, qui sera par la suite, dans le courant de l'année, comme chaque année, pour toutes les collectivités, affiné, corrigé avec les décisions modificatives que nous aurons à prendre. Voilà, ceci étant dit, mais vous le saviez, est-ce qu'il y a donc des observations de votre part ou des questions? Oui, Monsieur Larieux. Oui, juste un point là, par rapport à la requalification du site du Petit Casino. C'est quand même très attendu par les commerçants, donc il faudra qu'on en discute en commission et vraiment... Absolument.
voilà, Tout à fait. se pencher sur ce sujet. Mais vous verrez, vous aurez beaucoup de travail à réaliser en commission parce qu'il y a beaucoup de sujets, effectivement, qui sont à traiter. Et un deuxième point, si je peux me permettre aussi, je vous ai longuement écouté pendant un quart d'heure sur le diagnostic, l'état des lieux, sur le pluvial, et je ne parlerai pas que de la zone artisanale. J'ai été si long? Artisanale, la ZEDA, les Deux Pins et tout le secteur de Cabreton, un quart d'heure. C'était normal, il fallait écouter. Donc j'entends bien le constat, l'état des lieux. Il faut passer aux actions, j'ai envie de dire, parce que j'ai repris un peu des documents très bien du bureau d'études du schéma directeur des eaux pluviales, où certains secteurs sont pointés déjà en 2019, au niveau du budget, au niveau des travaux. Certains secteurs sont pointés, réactualisés en 2020. Un travail du service technique aussi. On a eu des documents en commission où on a listé plusieurs secteurs dans Cabreton aussi, et des points noirs, comme vous les appelez, des points durs. Donc il serait bien dans les investissements, j'ai envie de dire, de passer à la vitesse supérieure et de voir des actions, parce que vu cette situation actuelle, je ne vais pas le rappeler, M. Trézière l'a bien dit, une situation difficile. Aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui sont impactés par tout ça, par des nappes affleurantes ou autres. Donc il faut passer à la phase de travaux. On a eu des études, ça a été budgétisé. Donc les gens attendent des actions. Donc je ne doute pas qu'on va passer à la phase action pour l'année à venir, parce que c'est quand même très important. Je vous rejoins, il faut passer à la phase action, comme vous dites. Il faut que tout le monde le fasse également, et je crois qu'en même temps, c'est mieux. S'agissant si tu veux dire deux mots, Jean-Luc, sur le schéma directeur du pluvial, des eaux pluviales. Oui, sur le schéma directeur des eaux pluviales, on a commencé à évoquer le sujet en commission. On a commencé à flécher, ça c'était une commission, il me semble, du mois de décembre, là, sur lequel on a commencé à chiffrer. On a des devis maintenant. Et donc, effectivement, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le DOB, on va flécher un certain nombre de travaux, très concrètement. Après, il faut établir des devis. Il y a quand même tout un processus, sachant que dans le schéma directeur des eaux pluviales, il y avait également les 3 places qu'on a aussi embarquées, hein, vous le savez très bien. Rapproche-toi du micro. Ça va? Ça marche oui, là? Oui, ça marche comme mieux, ça, ouais. oui. Bon, donc effectivement, on a du travail à faire sur 2021 et on est tout à fait d'accord avec vous. Il faut passer à des choses concrètes. Il faut faire des devis. C'est un petit peu long de faire des devis. Et comme le disait Monsieur le maire, il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui relève de la responsabilité de la commune et ce qui relève de la responsabilité des tiers, et en particulier des particuliers, un certain nombre de copropriétés aussi qui reversent de l'eau sur l'espace public. Il va falloir qu'on traite en collaboration. Et bien évidemment, comme ça a été ajouté tout à l'heure, on va chercher également à les accompagner par des subventions. Il y a l'agence de l'eau qui est prête à participer. Donc c'est tout un mécanisme qu'il faut monter. Et c'est un sujet de commission là, dans les prochains mois, avec l'objectif qu'on ait avancé concrètement sur l'année 2021. J'en doute pas, et je voulais le faire remarquer, parce que c'est quand même un sujet d'actualité, et des gens ont subi quand même des dégradations, et il faut le prendre en compte. Et j'entends bien qu'il y a des travaux à faire sur le domaine privé aussi, mais je voulais quand même pointer ça, et j'ai été attentif lors des 12 minutes de Monsieur le maire, et voilà, c'est quand même un sujet important. Je le tiens à le dire aujourd'hui, surtout vu la situation générale. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre et continuer que des artisans, des entreprises, des associations, voilà, puissent pas fonctionner normalement. Mais Monsieur Larrieux, ok, vous avez terminé? Oui, enfin, si vous faites référence à la zone artisanale, je me suis exprimé sur le sujet, donc je ne vais pas y revenir. D'une manière plus générale, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, restaurer la nature des sols, restaurer la capacité d'infiltration des sols naturels, c'est, et ce sera pour nous une priorité. Ce sera le fil rouge de notre action, dans la continuité de ce qui a été fait sur le mandat précédent. Alors, ce n'est pas facile de faire bouger les choses, parce qu'on n'est pas les seuls acteurs, mais ce sera effectivement prioritaire pour nous, et c'est déjà affiché au stade des orientations budgétaires clairement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Calès. Oui, j'ai été satisfait de voir qu'il y avait une priorité qui était donnée dans la stratégie d'investissement, on en a parlé en commission, et que ce qui était entretien et maintenance du patrimoine communal était une des priorités. Or, lors de cette discussion, j'ai indiqué qu'en termes d'entretien, il ne fallait pas négliger aussi l'espace public de manière plus générale,
c'est-à-dire les trottoirs, les parterres, les peintures. J'ai parlé des routes, même si je sais qu'une grosse partie des routes dépendent de Max. Les bordures, il y a beaucoup de choses qui donnent l'impression que ça a été un peu abandonné dans les années précédentes. Et pourtant, cet embellissement de la ville, c'est un atout énorme pour attirer et faire que les touristes reviennent. Donc en marchant régulièrement en Cabreton, on voit qu'il y a de nombreux points qui devraient être intégrés dans ce programme général de maintenance. À chaque fois, c'est des petits travaux. Mais si on considère l'ensemble de ce qu'il faudrait faire, c'est un vaste programme à mettre en place dans le cadre de la stratégie d'investissement sur les années à venir. Oui, évidemment, à Cabreton comme ailleurs, il y a de nombreux points qui sont effectivement à traiter. Vous avez évoqué les trottoirs, la voirie, on le sait. On a quasiment un inventaire de tous ces points-là. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut établir une programmation, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire. Mais dès lors qu'on parle de trottoirs, de voiries, de mobilité, on est déjà dans l'emprise, je dirais, de la compétence de la communauté de communes, qui elle-même a un programme pluriannuel d'investissement dans lequel on doit s'inscrire. Et donc, effectivement, parfois, Yves Trézière a rappelé quand même le niveau d'investissement prévu sur le mandat, 90 millions, dont 25 millions au sens large pour la voirie, au sens large. Et donc, on sera, je dirais, de toute façon contenu par l'enveloppe de la communauté, mais bien sûr, je vous rejoins dans vos propos. D'autres interventions? Monsieur le maire? Oui. Oui, Oui, juste un commentaire pour répondre à Cédric Larieux, c'est de dire on ne va pas se mettre en action. On est en action depuis un mois. Parce qu'en fait, on a choisi, on a regardé les points, suite aux travaux que vous aviez fait en commission, on a regardé les points durs, et dès que les inondations sont arrivées, une grande partie des services techniques se sont mobilisés avec les acteurs privés, le SIDEC, les pompiers, pour aller mettre des pompes là où on pouvait le mettre, et de telle façon, notamment, qu'on minimise l'impact sur les gens qui étaient inondés, même si on n'était pas responsable de ces inondations partout. Donc en fait, l'action est là. Mes premières actions de l'année 2021, ça a été que de signer des bons de commande pour des pompes, des tuyaux, des interventions de la fourcade et autres, de telle façon qu'on minimise l'impact de ces précipitations exceptionnelles. Ça, c'est un plan d'urgence, de telle façon qu'on minimise les impacts, et surtout quand les précipitations sont telles que l'a indiqué le maire, toutes les villes des Landes sont inondées, nous aussi, mais nous, on va essayer de le traiter. Et le deuxième plan qui vous sera proposé à la Commission, c'est les travaux qui ont été faits par les services techniques notamment, d'aller voir les points durs à toucher. Et on a déjà fait des travaux au Tractopelle pour essayer de minimiser ce qui va nous arriver sur fin janvier, début février. Voilà. Bien. Alors, donc, nous devons donc délibérer sur ces orientations qui vous sont proposées en attendant donc le budget primitif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Aucune. Je vous remercie. Voilà, ça c'était le dossier, je dirais, de cette séance du Conseil. Quelques dossiers nous attendent. Je vais demander donc au rapporteur d'être le plus concis possible pour que nous puissions espérer tenir les délais. Louis Galdos avec une subvention exceptionnelle pour les championnats de Nouvelle-Aquitaine de surf, les espoirs du surf. La Ligue de surf Nouvelle-Aquitaine a organisé le championnat espoir de surf en septembre 2020. Notre partenaire nous sollicite sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 500 € pour l'année 2020, puisque en 2021, il y aura un championnat aussi. Pour info, et là c'est pour faire rapide, les 3 communes ont été sollicitées, la communauté de communes aussi sur ce championnat-là. Voilà, et donc nous versons les 3 communes, nous versons évidemment la même somme. Nous participons de la même manière. Pas de problème là-dessus? C'est bon? Merci Loulou, tu as été très bien en termes de rapidité. Voyons si Françoise le sera aussi avec la forêt communale. On n'a pas voté, pardon, pas de problème, pas d'opposition, d'abstention, merci beaucoup. Alors, l'étude... Même Rudy n'a pas voté contre. Pardon Françoise, à toi. L'étude notariale Lacombe nous a informé de la vente d'une parcelle au Marais de la Pointe, la parcelle AZ27, d'une surface de 3169 m²,
au prix de 15 000 €. C'est une parcelle qui est intéressante pour la commune parce qu'elle jouxte le marais de la Pointe. Donc, elle permettrait d'intégrer le projet de restauration de cette zone humide que nous espérons mettre à jour au jour. Voilà. Donc, ce terrain longe donc un accès communal qui mène directement à la tonne nord du marais. Elle pourrait être un aménagement, donc aménagement de parking à vélo ou un point à vélo, un point d'info, pardon, à vocation pédagogique. Donc, nous avons fait jouer notre droit de préférence puisque nous sommes voisins de cette parcelle. Nous pouvons donc acheter cette parcelle par droit de préférence. Voilà. Au prix de 15 000 €. Au prix de 15 000 €, non négociable puisque c'était le prix de vente. Donc, parfait. Voilà. Merci Françoise. Est-ce que vous avez des questions ou des observations sur cette proposition d'acquisition de parcelles forestières? Non, pas de problème. Des oppositions, des abstentions? Merci. Forêt communale toujours, Françoise, ajournement de coupe. Oui, alors là, c'est une délibération très administrative parce qu'en fait, on a déjà ajourné les coupes, enfin, je veux dire, sur le programme au conseil municipal dernier. C'est les coupes donc urbaines forestières, la 7 parties, la 8 parties et la 6C. Et là, il faut simplement donc la journée du programme des coupes du programme forestier en cours. Voilà, purement administratif. Pas de problème? Des oppositions, des abstentions? Merci. Merci Françoise. Alors, on va passer donc à une convention de servitude. Ça, ce sont des dossiers classiques, type lorsqu'il y a effectivement des travaux et notamment de raccordement électrique à réaliser avec Étienne Carrère. Oui, donc il s'agit d'une convention de servitude entre la commune et Enedis à la rue des Campeurs, au niveau du chemin d'accès du centre de vacances du Bourrette. C'est des travaux de raccordement, donc ils sont liés à des travaux de branchement aux 12 rue des Campeurs, donc c'est la parcelle juste à côté. Et ça nécessite de traverser le chemin d'accès pour se raccorder sur un poteau électrique. Donc voilà, les conventions, le plan, le détail sont en pièces jointes. Et donc il nécessite une convention de servitude comme on fait à chaque fois. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non. Des oppositions, des abstentions? Merci. Donc on revient vers Yves avec un dossier très très intéressant. J'espère que vous avez pris un petit peu de temps, pour ne pas dire de peine, pour le lire, mais avec le sens de la synthèse qui est celui de Yves, qui va tout à fait se détacher du texte, je pense que c'est beaucoup mieux, qui va vous dire très clairement de quoi il s'agit. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas vous... Et en plus, je il a vais déjà vous faire expliqué. un quiz. Hein. Donc voilà, l'attribution de compensation de la communauté de communes va être modifiée de 4 000 €, moins 9 000 € parce que le PLU est terminé, donc on va avoir moins de charges et donc on aura moins de charges répercutées sur Cap-Breton, et plus 4 000 € parce que la compétence GEMA, donc gestion du milieu aquatique liée au syndicat des rivières, va augmenter au niveau de la communauté de communes et sera répercutée pour 4 000 € à Cap-Breton, ou 5 000 € avec un delta de 4 000 €. Voilà, donc c'est juste des modifications techniques de faible ampleur sur l'attribution de compensation. Voilà, donc il y a une petite majoration, alors de 4 000, je crois, 4 000 € de l'attribution de compensation de Cap-Breton. Voilà. Des questions? Pas de problème? Des oppositions, des abstentions? Merci. Merci, mais tu as été tout à fait très clair sur ce sujet. Mais je peux lire les 15 pages qui vont avec, si vous voulez. Non, merci. Je vous invite à le faire après le conseil si vous voulez passer une bonne soirée. Bien, on revient vers Étienne Carrère, donc pour la constitution d'un groupement de commandes pour des études de comptage de trafic routier. Oui, donc ça ressort c'est un enjeu important pour les communes du territoire max et pour la commune de Cap-Breton. Donc ça ressort des premiers ateliers sur l'infrastructure et à la constitution du plan pluriannuel d'investissement voirie.
Donc un besoin de mutualisation de moyens a été remonté par les différentes communes du territoire. Ce regroupement permet des économies d'échelle, bien évidemment, mais également d'assurer un développement cohérent et harmonisé entre les différentes communes. Donc voilà, la proposition de convention est en annexe, donc elle concerne les comptages routiers, l'étude de trafic de circulation et les études de faisabilité. Oui, je rappelle, évidemment, ça n'a rien à voir avec le schéma directeur des mobilités sur lequel Max est engagé. Là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus précis, puisqu'effectivement, chaque commune est libre d'adhérer d'abord ou pas au groupement de commandes et de l'utiliser ou pas. Donc ça veut dire que si effectivement nous décidons de passer par le biais du groupement, ce qui en soi est toujours une bonne chose, pour avoir un effet de mutualisation, et donc on peut toujours escompter des coûts moins élevés, c'est nous qui déciderons, et de savoir bien sûr sur quoi on veut effectivement faire porter l'étude en question. Donc totale liberté de manœuvre pour les communes à l'intérieur du groupement. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Nous pouvons délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci et merci à Étienne. Nous passons donc avec Yves Trézière, donc qui va nous faire une synthèse très synthétique, donc sur le pacte de gouvernance de Max, sur lequel les communes doivent délibérer. Yves. Oui, alors donc ce pacte de gouvernance est un document qui a été préparé en atelier à la communauté de communes et qui est donc revu dans chacune des communes avant d'être soumis à l'approbation au conseil communautaire. Il a trois parties importantes. La gouvernance de Max en partie 1, ce qui s'appelle les instances réglementaires, mais c'est surtout le règlement intérieur, on pourrait appeler ça le règlement intérieur, en partie 2, et puis une partie 3 qui est l'espace d'expression réservé aux élus. Voilà. C'est un document assez classique dans sa forme de présentation, qui a quelques particularités liées à notre communauté de communes, qui n'est pas non plus révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait à la communauté de communes ou ce qui doit se faire dans le futur dans cette communauté de communes. Voilà, donc c'est un document qui a été vu, qui est soumis à votre approbation et qui sera ensuite voté au conseil communautaire. Voilà, donc somme toute, je pense que c'est un document assez classique, bien sûr, adapté, que chaque collectivité, communauté ou commune adapte, je dirais, à son profil. Bon, je suppose que vous l'avez lu. Est-ce que vous avez des commentaires ou des observations formulées, Monsieur Calès? Oui. Merci, Monsieur le maire. Oui. Sur le règlement intérieur, pas du tout. On a constaté qu'il était parfaitement bien écrit. On a pas mal discuté sur la gouvernance. C'est un sujet délicat. Pourquoi on s'en est ouvert? C'est parce qu'en fait, souvent, on a eu l'impression qu'entre les attentes de la commune de Cabreton en termes de priorité sur les routes ou des choses comme ça, et la réalisation effective lancée par Max, parfois il y avait des surprises. On en a parlé d'ailleurs dans un des conseils municipaux il y a quelque temps. Donc ce sujet-là nous a préoccupés. Effectivement, on a on a un souci d'essayer d'améliorer le mode de gouvernance de Max, enfin plutôt de mode de relation entre Max et la commune, pour blesser personne. Donc c'est un sujet qu'on suivra probablement dans la commission administration. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Je peux dire que nous avons, donc, je l'ai dit, s'agissant de la zone artisanale, dont on parlait tout à l'heure, donc une réunion hier soir avec la communauté de communes, et je crois que il y a, une certaine forme, pas d'incompréhension, mais du fait que, quelque part, les choses fonctionnent très bien, mais elles pourraient mieux fonctionner. Et je crois que nous sommes demandeurs, je parle pour la ville de Cabreton, mais je ne doute pas les autres villes aussi, et Max de la même manière. Donc je crois effectivement qu'il faut peut-être mieux organiser, mieux imbriquer les choses pour que ça fonctionne mieux, mais ils sont tout à fait dans cet état d'esprit. Il ne faudrait pas penser Max fasse de la résistance, ce n'est pas du tout le cas. Donc je vous rejoins sur le propos, on peut toujours mieux faire. Mais la volonté est commune de bien faire, ou de mieux faire. Bon, pas d'autres commentaires? Bien, écoutez, je vous propose donc de délibérer sur
ce document communautaire, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Pardon, Yves, une abstention qui peut peut-être donner une explication de vote. Oui, j'avais choisi de m'abstenir parce que j'ai participé à l'atelier et dans un état d'esprit justement de continuité de l'amélioration des relations. Je pense que ce document est très bien fait. Il est peut-être un peu mal structuré et il manque un point important sur lequel j'avais mis moi un point d'honneur à ce que ce soit dans le règlement, ou tout du moins au moins relaté dans les propos. C'est que comme nous, on s'y est engagé ici publiquement, il faut que pendant notre mandature, on ait des codes de déontologie et d'éthique qui soient écrits et mieux, bien au-delà de la charte de l'élu qui est trop classique. J'avais demandé ce que ce soit rajouté, ça ne l'a pas été. Donc c'est pas une défiance vis-à-vis du document, mais je pense que je m'abstiendrai aussi en conseil communautaire puisque je souhaite qu'on mentionne le code de déontologie et d'éthique. Voilà. Merci. Parfait, merci pour ces précisions. Nous passons maintenant donc à la résiliation anticipée donc, du bail à construction, vous savez, du quad du Gaillou, qui, comme vous avez pu le constater, quasiment a cessé son activité. Yves Trézière. Oui, pardon, j'ai oublié que c'était à moi. Donc en fait, sur le quad du Gaillou, on avait des exploitants qui ont rencontré pas mal de difficultés. Ces difficultés étant liées essentiellement l'année dernière à la crise Covid, mais aussi aux périodes inverse de celle qu'on vit actuellement, c'est-à-dire aux sécheresses fortes et au risque d'incendie qui leur ont interdit de pouvoir circuler dans beaucoup de pistes forestières. L'équilibre d'exploitation sur moyen ou long terme n'est plus maintenu. Et donc, nous avons cherché une solution amiable pour sortir d'un bail qui était encore très long et qui les contraignait à être aujourd'hui en difficulté personnelle et en plus à nous laisser des impayés sur cette année, l'année prochaine. Voilà. Donc, on a choisi de négocier et nous vous proposons une résiliation à l'amiable avec une indemnité de résiliation pour que ces gérants puissent payer leurs loyers impayés et donc repartir à titre personnel de façon correcte. Et nous récupérons ce site progressivement sur l'année 2021. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des observations? Non, moi je crois que c'est une très bonne négociation. D'ailleurs, je remercie Yves de l'avoir conduite et je pense que c'est, comment dire, une opération un petit peu gagnant-gagnant où tout le monde, effectivement, à y trouver son intérêt. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Nous passons, je crois, à la partie du personnel. On commence donc avec la mise à jour du régime indemnitaire des agents de la collectivité. C'est assez simple, donc il y a deux choses là-dedans. Vous le savez, donc il y a un nouveau régime indemnitaire qui a été créé en 1er janvier 2017, mais effectif pour le plus grand nombre depuis le 1er janvier 2018. Il restait encore, nous attendions les derniers textes et arrêtés ministériels, certains cadres d'emploi qui n'étaient pas encore dans ce nouveau cadre donc, juridique, donc certains cadres d'emploi des filières techniques, culturelles et médico-sociales, donc évidemment que nous proposons bien sûr de rattacher donc au cadre dont bénéficie déjà la majorité des agents. Ça, c'est la première chose. La seconde chose concerne donc ce qu'on appelle le CIA. Donc, dans ce nouveau régime indemnitaire, il y a une partie fixe, c'est celle dont on vient de parler, et puis il y a une partie variable qui est dorénavant obligatoire, et c'est la raison pour laquelle donc on vous la soumet aujourd'hui. Cette partie variable, donc je ne vais pas rentrer, je vais faire rapidement bien sûr. Elle a été vue, négociée avec les représentants des personnels et des organisations syndicales que je salue vraiment pour leur implication, leur engagement, leur sens de l'écoute et du dialogue. Et je crois pouvoir dire, Yves, pour en dire deux mots très rapidement après, dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, ça a été voté par le CT, par le comité technique à l'unanimité. Et donc, ce qui est proposé, s'agissant de cette rémunération variable, qui s'applique donc aux stagiaires, fonctionnaires et contractuels de droit public, donc est présent dans la collectivité sur une durée de 6 mois, donc un CIA qui se décline comme suit. Tout d'abord, ont droit au CIA, donc les agents précités, à 100% qui sont au-dessus de 1365 heures. Ceux qui sont en dessous auront 75%
du CIA. On essaie de proratiser par rapport au temps effectif de l'emploi. Il est prévu des minorations de ce régime indemnitaire en cas de, je dirais, de sanctions disciplinaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, là aussi ça a été vu. Il y a 3 critères essentiels qui sous-tendent donc cette rémunération variable. Je crois que ça c'est très important. C'est l'élément le plus important. Le premier, c'est là ce qu'on appelle la valeur professionnelle ou les compétences, qui va rentrer en ligne de compte pour 40%. Le second, c'est l'engagement professionnel de l'agent pour 30%. Et le troisième, aussi pour 30%, donc, c'est l'assiduité, autrement dit, le temps de présence. Vous voyez qu'il est prévu tout ça sur la base, bien sûr, de l'entretien professionnel, des systèmes de notation. Alors, sur la partie valeur professionnelle, évidemment, différencier selon qu'on est non encadrant ou encadrant, c'est-à-dire qu'on exerce des fonctions d'encadrement, avec un régime donc, qui est en fonction du nombre de points obtenus sur les items et sur les critères propres à chaque catégorie, donc qui permet d'obtenir jusqu'à 100% du CIA, moins si le nombre de points obtenus est plus faible. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez les tableaux sous les yeux. Donc ça c'est le premier critère, donc valeur professionnelle. Sur l'engagement, 2 éléments ont été retenus, c'est le respect du matériel, de l'environnement de travail et des règles pour 50%, et le second c'est l'atteinte des objectifs à la fois individuels et collectifs, toujours sur la base de l'entretien professionnel pour l'autre moitié, 50%. Enfin, pour le critère donc assiduité, temps de présence, donc, et là aussi en totale concertation et coordination, donc nous avons retenu ce que font toutes les collectivités, 2 éléments. Le premier, c'est bien sûr le temps d'absence ou la durée d'absence, et le second élément, c'est la fréquence des absences. Et donc nous sommes arrivés à un consensus que vous avez sous les yeux, et donc qui, en fonction de la durée et de la fréquence des absences, permettent d'aller de 0%, hein, si l'agent n'est pas là, la majeure partie de l'année. Je précise que ça ne concerne que les arrêts de maladie ordinaires, et pas les autres, que les arrêts de maladie ordinaires, et jusqu'à 100% pour les agents dont les durées d'absence et les fréquences d'absence sont les plus faibles, et en rappelant que ce critère ne compte que pour 30% du total du CIA. Voilà. Donc, une fois de plus, tout ça a été voté unanimement par le CT, et une fois de plus, je peux remercier tous les membres qui ont travaillé sur ce sujet. Yves, si tu veux dire 2 mots, toi qui faisais présent de ce groupe de travail. Juste remercier effectivement l'ensemble des services, à la fois de la commune, mais surtout les membres représentants du personnel. On a réussi, je pense, en 4 ou 5 séances à avoir un vrai dialogue, au début avec des positions forcément peut-être divergentes, mais jamais d'arbitraire, beaucoup de dialogue, beaucoup de propositions de part et d'autre, et un consensus qui a à peu près satisfait tout le monde, en rajoutant bien qu'on va le mettre en action pour 1 an. On aura une clause de revoyure pour l'année prochaine, donc si on s'est trompé ou si on voit qu'il y a trop de divergences, ce qui pourrait apparaître par exemple entre l'EHPAD, les services des municipaux de type espace vert, on verra s'il faut réajuster ce dispositif, mais en tout cas un consensus plutôt très agréable à diriger avec les instances du personnel. Voilà, évidemment, ça va sans dire, ce dispositif, comme tout dispositif, peut et pourra évoluer dans le temps en fonction des, de ce qu'on pourra constater sur la première année d'exercice, si je puis dire. Voilà. Donc il y aura certainement des clauses de revoyure et peut-être des modifications à apporter, qui seront de toute façon toujours discutées et négociées. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Bien, je vous propose donc de délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie beaucoup. Après, délibération classique aussi, donc toujours les modifications de tableau des effectifs. Vous vous rappelez qu'au conseil précédent, je crois, nous avions procédé à l'ouverture des postes. Ici, nous procédons, après avis du CT toujours, à la clôture des postes, et notamment ceux faisant suite aux avancements de grade d'échelon et d'autres, départ à la retraite, changement de filière, etc.
Bon, délibération toujours classique. Hein. J'avais toujours indiqué qu'il fallait revenir 2 fois devant le Conseil, une première fois pour l'ouverture et une seconde fois pour la clôture des postes qui ont évolué. Oui, monsieur Larieux. J'ai une question sur le poste d'ingénieur territorial au niveau en direction adjointe du pôle territoire. Oui. C'est un poste qu'on supprime du tableau des effectifs? Alors oui, c'est un poste qu'on supprime parce que la personne qui va le remplacer n'est pas sur le même grade. D'accord, ça veut dire que le 16 septembre 2020, le poste qu'on avait ouvert pour recruter cette personne, oui. Donc on recrute plus un cadre A. C'est ça ma question. C'est ça, c'est un cadre B. Donc ok. Oui. Donc, Ils ne sont pas sur le même niveau de grade et de classification. d'accord. Et ma question, est-ce que justement, comme on l'a fait sur certains postes, et je m'en suis réjoui des GS ou autres, est-ce qu'on n'avait pas de la ressource en interne sur ce poste-là? Vu que maintenant on recrute une catégorie B. Donc c'est ma question. Oui, alors on a lancé un appel. Alors chaque fois que nous lançons un appel à candidature, on le fait de manière ouverte. C'est-à-dire que tous ceux qui souhaitent postuler, faisant déjà partie de la collectivité, peuvent le faire. Et après, c'est la procédure classique, hein, bien en fonction des critères qui sont établis, du profil du candidat, des attendus du poste, et bien effectivement, il y a une sélection qui se fait. Le plus souvent d'ailleurs, nous avons de nombreux candidats, donc on sélectionne dans un premier temps 3, voire 4, 5 parfois candidats. On fait une présélection pour aboutir, je dirais, à la désignation finale. C'est ce qui a été fait ici. Dernière question. Donc on est bien d'accord. Donc là, le cabinet Randstad de 8 500 € hors taxe participera aussi au recrutement. Vous pouvez changer le micro peut-être, monsieur Larieux? Ça va mieux. Ma question, c'était le cabinet de recrutement Randstad Ça va mieux. qui participait au recrutement de l'ingénieur, Oui. participera donc aussi au recrutement du cadre B maintenant, puisqu'on revient sur un cadre B. C'était ça ma question. Oui, bien sûr, mais le cabinet Randstad, puisqu'on avait pris la décision de passer par eux sur ce profil, sur ce poste-là, hein, par filière technique, on va dire, effectivement, alors participera à l'entretien ou pas, en tout cas, nous donne aussi ses conseils par rapport au profil du candidat. Okay, merci. Voilà. Dans le processus, en fait, le processus a suivi son cours, mais c'est le candidat lui-même qui est B, qui est pas A, c'est tout. Hein. Mais le processus a suivi le même cours. Oui, c'est-à-dire la désignation s'est portée sur ce candidat qui effectivement est de catégorie B, mais ce n'est pas ça qui a conduit, je dirais, la décision qui a été prise. C'est simplement la qualité du candidat par rapport au candidat qui avait été, entre guillemets, présélectionné, c'est tout. Ok, d'accord, merci. Est-ce que nous avons délibéré? Non. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Comme chaque année aussi, bien les emplois saisonniers qui vous sont proposés. Je suppose que vous avez vu ça également en commission administration générale et finances. Donc, on est à peu près dans les purs. On est à peu près dans les purs, hein, peut-être à 1 ou 2 unités près de ce qu'on avait prévu sur le début de l'année 2020. Après, c'est toujours pareil. On verra en fonction de l'évolution de la situation sanitaire s'il convient effectivement de réduire certains postes ou pas. Mais ça, c'est l'avenir que la dira. Mais en tout cas, on part sur ce schéma. Pas de problème là-dessus? Des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Nous terminons avec Céline. Il y a quelques modifications, mais qui sont absolument de pure forme sur le règlement intérieur de la crèche. Céline. Oui, effectivement, comme chaque année, ou en tout cas très régulièrement, le règlement de la crèche
intérieure est mise à jour, et notamment parce qu'il y a eu quelques évolutions dans le service, mais surtout parce que notre partenaire financier, qui est la Caisse d'allocation familiale, nous demande quelques modifications, ou en tout cas ajout au règlement intérieur. Alors, elles sont très mineures, je vais vous les dicter très vite. Elles sont en annexe, donc vous avez le règlement en annexe. En page 7, on parle de la composition de l'équipe pluridisciplinaire. On la met à jour, puisqu'il y a eu quelques évolutions avec une directrice adjointe qui est devenue directrice, et l'arrivée d'un directeur adjoint. En page 11, on a un paragraphe sur le plancher de ressources à la demande de la Caisse d'allocation familiale. En page 13, on rappelle que la facturation se fait sur la base de la badgeuse et qu'on peut désormais payer par le portail famille. Et enfin, en page 15, un paragraphe sur la RGPD, donc sur la protection des données personnelles. Donc rien de révolutionnaire. Voilà. Bon, on va dire que ce sont simplement des adaptations, on va dire, tout à fait réglementaires, c'est tout. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de souci là-dessus, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Est-ce que les décisions prises en vertu des délégations que vous m'avez consenties appellent des questions, des observations de votre part? Oui, Monsieur Calès? Non, on avait un certain nombre de questions, mais on les a vues en commission finance, donc on a les réponses, c'est bon. D'accord. Ok. Bien. L'ordre du jour est épuisé. C'est bien, 20h29. Il reste rapidement... Oui? Anne, tu veux prendre la parole? Il me reste rapidement donc, à répondre aux questions de l'opposition qui ont été posées. Je crois qu'on a déjà répondu par anticipation à certaines d'entre elles. La première, donc, les arrêts minutes, de Gabarra, au droit donc, des commerces. Donc oui, ça va se faire. On a une réunion donc, avec les commerçants concernés et une riveraine pour dire que nous avons acté le principe d'avoir des places d'arrêt minutes devant et jusqu'au bout des devantures des commerces. Et de laisser les places qui sont plus loin, qui ne sont pas devant les devantures, de les laisser en place permanente pour les résidents. Bien sûr, ces places auront trois fonctions. Première fonction, le matin, livraison. Deuxième fonction dans la journée, arrêt minute pour les clients. J'ai bien dit pour les clients. Et troisième fonction, elles sont à la disposition des riverains le soir et pendant la nuit. Premier point. Deuxième point, le double sens des allées marines sera-t-il pérennisé ou seulement maintenu hors saison? Alors, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, le double sens sur la période hivernale est une phase d'expérimentation. Au terme de cette phase, nous ferons le bilan. Et nous le ferons bien sûr en concertation claire avec les commerçants du centre-ville. Ils nous diront aussi ce qu'ils en pensent. Et les riverains. Voilà. Donc, on verra ce qu'il advient du double sens des allées marines durant la période hivernale. Si la question qui est posée est de savoir est-ce que ça peut se concevoir le double sens durant l'été, la réponse est non. C'est clair. La réponse est non. Même si certains commerçants demandent le double sens à l'année. La réponse, c'est non. Il nous importera de déterminer les périodes. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Les priorités de la municipalité en matière de voirie, je pense qu'on en a parlé, on l'a évoqué, mais c'est aussi des sujets qui sont à traiter au sein des commissions municipales, et je ne doute pas que vous le ferez, au même titre que les rotations IEGO, là aussi, ce sont des sujets dont vous devez traiter en commission municipale. Et puis pour terminer, le pluvial, M. Larieux, on en a, je crois, abondamment parlé, hein, donc je ne reviens pas sur le sujet. D'accord? Voilà, j'en ai terminé. Anne Mollet. Oui, bonsoir. Juste pour terminer, je me permets de féliciter Charlie qui vient de passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Et les 5 prochaines arrivées vont se passer
de 23h à 5h du matin. Donc je voulais juste les féliciter parce que c'est une course exceptionnelle et un défi exceptionnel, comme quoi tous les défis sont possibles à relever. Donc voilà. Donc tu vas veiller jusqu'à 5h du matin? Oui, je pense. Mais en tout cas, Charlie Dalin est en train de passer la ligne d'arrivée maintenant. Bon, très bien. Félicitations. Merci pour cette info, Anne. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Une fois de plus aussi, merci au public, aux personnes qui nous ont écoutés et suivis donc, par le biais des réseaux sociaux. Une fois de plus, je le dis, je le redis, même si nous connaissons un début d'année difficile, les intempéries, la crise sanitaire, l'incertitude qui pèse sur de nouvelles mesures, on va dire, plus strictes et plus dures, à nouveau, à toutes et à tous, à tous les Cabretonnais, une bonne année 2021. Voilà. Merci et bonne soirée. La date du prochain conseil, qui n'est pas encore fixée, vous sera communiquée dès qu'on l'aura déterminée. Merci beaucoup. Et il est 20h33. On peut aller tous devant la télé voir France-Hongrie de handball.